Le mouvement des Gilets jaunes est né d'une revendication. Les fruits ont augmenté, les légumes ont augmenté, les produits laitiers ont augmenté. Depuis, de nombreux événements sont venus bouleverser notre quotidien et notre porte-monnaie. Il y aura le pic d'inflation au cours de ce semestre, ce premier semestre 2023. Préoccupation principale des politiques et des médias, l'inflation présente des conséquences majeures pour les ménages. Des plannings de courses en me disant voilà, là je vais utiliser ça. Et notamment les plus modestes. D'après les données de l'INSEE, elle s'élevait à environ 5% en 2023 et poursuit ainsi son ascension entamée depuis la crise sanitaire. Alors, menace ou opportunité économique ? En société, les individus, les organisations et même les États se spécialisent pour satisfaire au mieux les besoins collectifs. Les échanges naissent de cette dépendance des agents les uns envers les autres. Je construis, tu nourris, il habille, etc. Un premier point à éclairer. Les besoins des individus dont on parle formulent une réalité assez abstraite. Nos besoins sont en partie primaires, physiologiques, et donc liés à notre survie, manger, boire, dormir, etc. Et dans ce cas-là, ils sont facilement identifiables et leur satisfaction ou non est facile à déterminer. En revanche, l'individu ressent par ailleurs des manques qui ne sont en rien liés à sa survie. Ces besoins, qu'on appelle secondaires, vont grandir en fait au contact de son environnement. Il s'agit du confort, du bien-être, de la culture, des loisirs, etc. Du coup, chacun ressentira des manques différents dans sa vie, compte tenu de ses caractéristiques personnelles, sa personnalité, ses valeurs, son histoire familiale, mais aussi de l'environnement dans lequel il évolue. Ces besoins secondaires sont également conditionnés par le progrès, notamment le progrès technique et l'amélioration perpétuelle du niveau de vie. À mesure qu'un besoin va être satisfait compte tenu de l'innovation, un nouveau va apparaître. Notre envie de consommation va aussi être incitée par la publicité. C'est d'ailleurs tout le travail du marketing de nous créer des besoins pour vendre. Les besoins secondaires vont dépendre enfin de la vie en société, de notre besoin d'appartenance, puisque nos choix de consommation vont être déterminés par une recherche de liens sociaux et de validation par les autres. Finalement, on comprend que nos besoins sont, dans ce cas-là, illimités. Et pour y répondre, de nouveaux marchés émergent sans cesse. Sur chaque nouveau marché, l'innovateur est d'abord le seul offreur. Le marché désigne ici l'espace de rencontre, de confrontation, entre l'offre de biens et de services proposés par les entreprises d'un côté et de l'autre côté la demande des consommateurs qui sont donc liés à leurs besoins. On distingue plusieurs types de marchés, il y a par exemple le marché des biens et services, d'ailleurs les marchés de biens et services, le marché du travail ou encore les marchés financiers qu'on avait évoqués dans cette vidéo. Concernant la demande, on va revenir aux fondamentaux. Le consommateur va effectuer des choix. On parle en économie d'arbitrage. Je vais choisir de consommer ou d'épargner, de changer de téléphone ou de partir en week-end, etc. Et je vais forcément renoncer à consommer certains biens et services au bénéfice d'autres, puisque mon revenu est par définition limité. De toute façon, s'il n'était pas limité, je me créerais sans cesse de nouveaux besoins à combler et je ne serais finalement pas plus satisfaite, puisque nos besoins sont illimités comme on l'a dit précédemment. Vous avez donc compris le mécanisme. Dans ces circonstances, les consommateurs réalisent des choix, donc des arbitrages, compte tenu de leurs préférences et de la satisfaction que leur procure chaque décision économique qu'ils vont prendre. Ils comparent les sacrifices à faire pour acquérir un bien ou un service et les avantages que leur acquisition va procurer. An iPhone, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Je reviens maintenant à l'innovateur. À la création du marché, il est par définition en situation de monopole, puisque personne ne propose encore les mêmes biens ou services que lui. S'il répond à un besoin réel des consommateurs, il va pouvoir alors librement fixer les prix et les quantités qu'il souhaite vendre ou qu'il est en capacité de produire. Il est alors price maker, autrement dit en français, faiseur de prix. Les consommateurs sont captifs. Ils vont devoir accepter de payer le prix proposé ou renoncer
donné au bien ou au service en question. Les price makers ont donc la liberté d'augmenter les prix pour faire plus de profit, sans que le consommateur n'ait par ailleurs de réelle alternative. Donc, le monopole est en général défavorable aux consommateurs. Oui mais voilà, comme je suis une entreprise qui innove et que j'ai créé un marché porteur, c'est-à-dire avec un fort potentiel de croissance, je vais susciter l'envie d'autres entrepreneurs. La recherche d'options différentes en matière de prix ou de qualité, par les consommateurs également, va alors créer des opportunités pour de nouveaux arrivants sur ce marché. Ainsi, le marché va se soumettre progressivement à la concurrence et donc une compétition plus ou moins féroce se crée entre entreprises qui tendent vers un même objectif, vendre leur production sur le marché. Les entreprises, prises individuellement, deviennent alors price takers, preneuses de prix, au même titre que leurs consommateurs. C'est-à-dire que le pouvoir de chacune sur le marché devient trop faible pour pouvoir fixer les prix. Concernant la fixation des prix, si ce n'est ni les entreprises, ni les consommateurs qui les fixent, alors qui fixent les prix. Adam Smith va être le premier à mettre en évidence un mécanisme qui garantirait le bon fonctionnement d'une économie de marché. Selon lui, c'est la recherche de satisfaction des individus qui va aboutir à un équilibre naturel. Chacun serait alors guidé par une main invisible dans ses choix économiques, ce qui permettrait finalement de satisfaire tout le monde. Plus simplement, la fixation des prix serait due à un système global qui prend en compte l'offre, la demande, la concurrence sur le marché et les choix stratégiques des entreprises. Lorsque la quantité de biens ou services proposés par les entreprises est égale à la demande des consommateurs, on parle alors de prix d'équilibre ou prix de marché. Il s'agit en fait du prix qui va permettre de toucher le maximum d'agents économiques. D'un côté, le maximum de consommateurs et permettant par ailleurs aux entreprises de faire du profit. Il existe des situations néanmoins où le marché va être déséquilibré. Ça veut dire que l'offre et la demande ne vont pas parvenir à s'accorder. Premier cas, en situation de pénurie, l'offre proposée par les entreprises est inférieure à la demande des consommateurs. La rareté qui en découle va se traduire par une augmentation des prix. En effet, la situation crée des opportunités pour les offreurs qui vont également chercher à augmenter les quantités produites. L'offre va réaugmenter progressivement. Les consommateurs, de leur côté, vont réduire leur consommation puisque pour certains, les produits sont devenus trop chers. La demande baisse. En conséquence, le prix va diminuer jusqu'à revenir à l'équilibre, donc à notre fameux prix de marché. En surproduction, l'hypothèse est inverse. L'offre est supérieure à la demande. Le prix va alors baisser pour encourager la consommation. La diminution sera stoppée dès que l'excès de stock aura été écoulé. Là encore, l'histoire se termine bien pour l'offre et la demande. En dehors de ces situations, le prix des biens et services sur le marché est fixé par les entreprises compte tenu de la valeur, autrement dit de l'utilité que le bien revêt pour les consommateurs, compte tenu également de leur rareté et enfin de leur coût de production. Bien que guidées par le marché, les entreprises ont néanmoins une marge de manœuvre dans la fixation du prix. Selon la stratégie choisie, ce prix pourrait être soit volontairement bas, soit élevé. Un prix bas permet d'attirer un consommateur qui va penser, à raison ou à tort, faire une bonne affaire. L'entreprise pourra vendre ainsi un volume important de sa production. Le propos en revanche est à nuancer un tout petit peu, puisqu'il y a une limite à la baisse des prix, puisqu'en France, il est interdit de revendre à perte, hors exception. Le prix de vente doit donc nécessairement être supérieur au coût de production. À défaut, ce serait une stratégie dite abusive qui viserait en fait à décimer les concurrents. L'entreprise, donc on l'a dit, peut aussi choisir de fixer des prix qui sont élevés pour revendiquer une certaine qualité, un savoir-faire, etc. Simplement, lorsque le prix est jugé trop élevé par le consommateur, il n'achète pas. Enfin, l'entreprise n'est pas seule sur le marché, elle dépend de son environnement et notamment de la concurrence. Le prix est donc fixé compte tenu de ceux proposés par les concurrents, puisqu'une entreprise doit être compétitive pour être rentable et ainsi conserver une place sur le marché. C'est avec tous ces différents effets que l'entreprise va devoir jongler pour se dégager le maximum de profit et donc maximiser sa part de marché. Autrement dit, augmenter la taille de sa part dans le gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. Une. Oui, continue. 2. Et 3. Bien sûr.
Le profit dépend de la marge, c'est-à-dire de la différence entre le coût de production qui va être payé par l'entreprise et le prix de vente qui va être proposé par elle. Pour faire plus de bénéfices, la stratégie la plus simple serait donc d'augmenter ses prix sans rien modifier par ailleurs. Je ne fais pas d'innovation, je n'améliore pas mes produits, je n'améliore pas mes services, etc. C'est facile en théorie, mais est-ce que ça l'est tant que ça? Pour que cela fonctionne, il faut tenir compte de la sensibilité au prix des consommateurs, c'est-à-dire leur réaction face aux fluctuations des prix. La sensibilité au prix est individuelle puisque chacun va réagir différemment face à des augmentations de prix, compte tenu de son revenu, de ses préférences d'achat, etc. Mais globalement, les études montrent que la demande diminue lorsque les prix augmentent, sauf cas particuliers, notamment l'industrie du luxe. Tous les produits ne sont en revanche pas exposés de manière identique à la sensibilité au prix. Pour chacun, la demande des consommateurs va baisser plus ou moins en fonction de l'augmentation des prix. On parle alors en économie de l'élasticité prix-demande. Pour que ce soit plus clair, je vais vous prendre un exemple. Je vais dans un supermarché et le prix d'un paquet de pâtes a doublé. C'est le prix que je consomme habituellement. Du coup, ça ne m'empêche pas d'en acheter. En revanche, je passe par le rayon des vêtements et je me rends compte que le prix des chaussures à 50 € que je convoitais a augmenté de 5 €. Il a donc pris 10%. Je décide de renoncer à cet achat. On voit bien ici que malgré une augmentation bien plus faible en proportion, 50% d'un côté, 5% de l'autre, la vente des chaussures est plus sensible à l'augmentation des prix que le paquet de pâtes. En effet, tout ce qui est produit de première nécessité vont avoir une élasticité prix-demande quasi nulle puisque le consommateur ne peut par définition pas s'en passer. C'est pour ça que les commerces alimentaires ont pu augmenter de façon significative leurs marges durant la crise sanitaire ou les conflits récents. L'élasticité dont on vient de parler est analysée par les entreprises en fonction de leur marché pour fixer les prix. Si le prix des produits est peu élastique, ça signifie que les consommateurs sont peu sensibles à la variation. Une hausse des prix est donc effectivement envisageable dans ma stratégie. Comme dans mon exemple, les fluctuations sont d'autant plus acceptées par le consommateur qu'elles vont survenir lors d'événements particuliers. Soit il s'agit d'innovation, soit c'est une augmentation de son coût de revient, et sont alors prises en compte différentes caractéristiques. Là par exemple, il s'agissait des situations géopolitiques, sociales, etc. Les prix ont une influence directe sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Alors qu'est-ce que le pouvoir d'achat? C'est en fait la capacité d'un ménage à consommer une certaine quantité de biens et de services compte tenu de son revenu. On a donc deux éléments à prendre en compte. Mon pouvoir d'achat dépend d'une part de mon niveau de revenu et d'autre part du niveau des prix à l'instant T. Du coup, une augmentation des prix seule ne correspond pas nécessairement à une diminution du pouvoir d'achat lorsque les revenus augmentent en même temps. On serait alors dans une hypothèse de croissance simple qui fait que tout augmente. Pour qu'on soit bien d'accord, si la hausse des revenus augmente plus vite que la hausse des prix, le pouvoir d'achat augmente. A l'inverse, il diminue. Mais personne ne se lève le matin avec un besoin ou une envie même d'évaluer son pouvoir d'achat. Donc concrètement, les consommateurs vont appréhender leur pouvoir d'achat par l'évolution de celui-ci dans le temps, c'est-à-dire l'évolution dans le temps de la quantité de biens et de services qu'ils vont pouvoir consommer. Une baisse de mon pouvoir d'achat se traduirait par une impossibilité à payer mes charges ou à une obligation de réduire mon train de vie. Diminution de mes loisirs, de mes vacances, des achats dits plaisir. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. La télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma ou des rockstars. Mais c'est faux. Et nous apprenons lentement cette vérité. On en a vraiment plein. Les évolutions du pouvoir d'achat vont dépendre d'un ralentissement de la hausse des revenus et par ailleurs d'une augmentation importante des prix. Elle est donc due en partie à l'inflation. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que l'inflation? L'inflation est une hausse généralisée et durable des prix. Pour prendre un exemple très basique et concret, une baguette qui valait hier 2 € vaut aujourd'hui 3 €. Comme on l'a vu, toutes les augmentations de prix ne sont pas nécessairement dues en fait à l'inflation. Il pourrait s'agir tout simplement d'innovation. Je paye alors le prix des améliorations qui sont proposées par l'entreprise et donc de tout le travail qui a été fourni, recherche et développement notamment pour y parvenir. Mais comme on l'a déjà évoqué, parfois, l'augmentation du prix dépend des entreprises qui décident simplement d'augmenter leurs profits. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de seuil pour considérer qu'il s'agit ou non d'inflation. C'est donc une notion
notion qui économiquement est compliquée à mesurer. La tâche revient à l'INSEE qui, pour y parvenir, va utiliser un panier fixe de biens et services qui ont été choisis parce qu'ils sont représentatifs des dépenses de consommation des ménages. Plus de 200 000 produits chaque mois sont évalués parmi au moins 30 000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, on ne change pas de point de vente ou de produit entre deux calculs pour ne pas fausser les résultats. Oui, mais dans ce panier, tous les produits ne subissent pas la même hausse de prix. Certains vont augmenter très peu, voire pas du tout, alors que d'autres vont voir leur prix exploser. Mais comme la mesure de l'inflation résulte de la moyenne de l'augmentation des prix, il se peut alors que l'inflation soit relativement raisonnable. En pratique pourtant, les consommateurs n'utilisent pas tous le panier choisi pour calculer l'inflation. Imaginons d'une part une famille qui ne consomme que des produits dont la hausse a été faible sur une période donnée, finalement elle ne sentira presque pas l'inflation. A l'inverse, si je prends une famille qui ne consomme que des produits dont les prix ont explosé sur cette période, elle va donc subir l'inflation de plein fouet et perdre fortement en pouvoir d'achat. En conclusion ici, l'inflation touche de manière inégale les ménages. Vous me direz, mais dans ce cas, il suffit de changer ses habitudes de consommation. Effectivement, puisque chaque consommateur a bien le choix entre tous les produits qui lui sont proposés. Il pourrait changer sa marque de yaourt ou de céréales et du coup subir moins l'inflation. Mais en réalité, de nombreuses marques appartiennent à un même groupe et il est donc possible que la stratégie soit identique pour plusieurs marques différentes. En plus de ça, il faut demander ainsi aux consommateurs des changements d'habitude qui sont parfois compliqués à mettre en place pour eux. Alors, qu'est-ce qui cause l'inflation? L'inflation peut être causée par la demande, le cas d'une pénurie qui serait durable. Elle peut être causée par les coûts, en cas d'augmentation durable des matières premières ou des salaires par exemple. Enfin, elle peut être due à un excès de création monétaire sur le marché. Et là, vous me voyez venir, le dernier cas va mériter davantage d'explications. La circulation des biens et services implique un moyen d'échange commun, c'est le rôle de la monnaie. Au-delà de favoriser les échanges, la monnaie permet l'épargne. Je conserve de l'argent pour acheter plus tard. Enfin, c'est un instrument de mesure, puisqu'elle va permettre de fixer les prix, et donc de comparer les prix des produits les uns par rapport aux autres. Dans mon explication, on voit déjà émerger deux types de comportements. Les ménages ont le choix entre la consommation et l'épargne. Cet arbitrage est soumis à différentes contraintes, dont la principale est le montant de mon revenu. Nous allons donc voir que l'impact de l'inflation sur les individus dépend alors de leur comportement de consommation. Première situation, je suis prudent, j'épargne. Je mets de l'argent de côté pour acheter un véhicule, disons à 5 000 €. L'inflation fait augmenter les prix, donc la voiture que je voulais acheter vaut aujourd'hui 6 000 €. Elle a donc pris 1 000 € entre le moment où j'ai décidé de l'acheter et le moment où j'ai l'argent pour le faire. J'ai perdu en pouvoir d'achat. Mon épargne ne me permet plus d'acheter la voiture que je convoitais, ou en tout cas pas au moment où je l'avais prévu. C'est exactement ce qu'on voit en immobilier. Des jeunes actifs ne peuvent plus accéder à la propriété alors qu'ils le pouvaient il y a quelques années, dans les mêmes conditions de revenus. Pire, certains qui étaient éligibles se sont parfois vus refuser finalement un emprunt pendant le laps de temps qu'il leur a fallu pour trouver le bien qu'ils souhaitaient acheter. Donc pour les ménages qui épargnent, l'inflation est donc une menace. Elle leur fait perdre en pouvoir d'achat. Pour les entreprises, en revanche, l'inflation est une opportunité. Leur chiffre d'affaires augmente en même temps que les prix. Normalement, les actionnaires, les salariés, bref ceux qui contribuent à la valeur, devraient alors recevoir davantage d'argent. L'État va, dans ce cas, également prélever plus d'impôts. Il bénéficie aussi de l'inflation. Imaginons alors que je suis emprunteur, je consomme. La dette a été fixée au moment où j'ai souscrit l'emprunt. Malgré l'inflation, cette dette reste identique. En revanche, a priori, mes revenus augmentent. Il est donc plus facile pour moi de rembourser mes dettes. Mon pouvoir d'achat augmente. L'inflation est donc favorable à ceux qui empruntent. Mais encore une fois, tous les produits ne sont pas touchés par l'inflation. Donc, toutes les entreprises ne bénéficient pas d'une augmentation de leurs profits, et donc tous les salariés non plus, qui sont donc eux, les consommateurs. Pour me permettre de faire cet emprunt, dans ma deuxième situation, la banque va créer de la nouvelle monnaie. Alors je vous vois venir, mais qu'est-ce que tu racontes? Pour financer un emprunt, la banque me donne simplement de l'argent que d'autres ont placé. C'est en partie vrai. Simplement, pour octroyer des emprunts à la hauteur de la demande des consommateurs, la masse d'argent qui est déposée par ceux qui épargnent n'est pas suffisante.
La banque va donc créer de la monnaie, autrement dit, elle va accorder un emprunt alors qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. En économie aussi, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme, c'est bien le principe du circuit économique. L'argent injecté dans le système et donc prêté aux ménages va leur permettre de consommer davantage, ce qui favorisera les entreprises puisqu'elles vont devoir s'adapter au surplus de la demande en augmentant la production. Elles vont donc vendre plus et au final tout le circuit en bénéficie. Ouais, mais dans ce cas, ce serait tellement facile de créer autant de monnaie que les individus en veulent. Oui, mais là encore, ils en voudraient toujours plus. Et dans ce cas-là, le cycle est sans fin. Il faut donc poser des limites. Les banques ne peuvent pas accorder de crédit et créer de la monnaie autant qu'elles le veulent. On a plusieurs instances ou plusieurs mécanismes de contrôle. La banque centrale contrôle, par exemple, la quantité de monnaie en circulation dans l'économie pour maintenir une inflation à un taux proche de 2%. Et oui, comme nous l'avons vu, la Banque centrale n'a pas intérêt à freiner l'inflation, puisque qui dit inflation dit croissance économique. L'État va également pouvoir intervenir pour réguler l'activité économique, autrement dit, il va éviter les variations brutales d'activité, simplement parce que qui dit variation brutale dit crainte des consommateurs. Pour ça, il va pouvoir agir notamment pour stabiliser les prix, et c'est important puisque ce sont les prix qui sont des signaux nous permettant de choisir comment utiliser notre argent. À savoir qu'il existe une situation plus inquiétante encore que l'inflation, c'est la déflation. Autrement dit, la baisse des prix. Bizarre, vous avez dit bizarre. Et oui, la baisse des prix est un risque pur pour l'économie en l'état actuel des choses, puisque tout le système repose sur une recherche de profit des producteurs. En cas de baisse des prix, les ménages, à l'instant T, gagnent en pouvoir d'achat. Mais en éternel insatisfait, un consommateur va donc préférer attendre une situation encore plus favorable et finalement, il ne fait rien. Les prix sont bas et donc ici, les stocks vont s'accumuler. Les entreprises vont donc diminuer leur production et moins investir pour faire face à cette situation et c'est donc un cercle vicieux qui s'enclenche. L'inflation est donc souhaitable dans notre fonctionnement économique actuel, mais elle doit être raisonnable. Ce qui pose aussi problème dans les choix de consommation des ménages, c'est actuellement la transparence des prix. En effet, des marques actuellement qui se revendiquent éthiques militent pour une transparence des prix, c'est-à-dire une information claire et vérifiée pour le client de la répartition du prix entre les différentes parties prenantes qui participent à la production. Ça permettrait ainsi aux consommateurs de faire des choix éclairés. C'est d'ailleurs ce qu'on voit un petit peu actuellement avec contrat tripartite, bonne rémunération des producteurs, etc. Au-delà de ça, une réflexion plus profonde est à mener sur un système qui recherche la croissance permanente dans un contexte d'épuisement des ressources. Je vous laisse avec cette dernière réflexion. Pour plus de contenu en économie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!